Bien, c'est le dernier volet de ce cours sur la programmation orientée objet, le DDD et l'approche hexagonale. Et on va parler maintenant de vision stratégique. Alors, il faut bien comprendre que quand on prend les deux bouquins, le Blue Book d'Evans et le Red Book de Vaughan sur le DDD, on a deux parties, une partie tactique et une partie stratégique. Alors, le Blue Book commence par la partie tactique, puis va vers la vision stratégique, alors que le Red Book commence par la vision stratégique et va vers la partie tactique. Donc moi j'ai fait le choix dans ce cours, dans cette formation, de démarrer par la partie tactique, d'aller vraiment sur la technique, de partir de la programmation orientée objet, de l'objet, de la classe, du couplage, etc., etc., de la cohérence, et ensuite de montrer l'intérêt du DDD, de la couche domaine d'abord, puis de l'application, et puis enfin de l'hexagone, de montrer qu'on peut avoir plusieurs hexagones. Et là, on conclut avec cette vision stratégique où on se pose la question, OK, maintenant j'ai une grosse application bien complexe, un système complexe. Comment je fais pour concevoir ce système complexe? Une autre approche, tout aussi intéressante, bah, c'est de partir de la vision stratégique, de regarder un gros système complexe et de se dire bah, comment je fais pour construire ce gros système complexe. Et donc là, on va voir que la stratégie, c'est important, tout important, pour certains même plus important. Moi ici, j'ai fait le choix de commencer par la vision tactique et de présenter à peine un tout petit peu la vision stratégique. Et j'espère que bah, cela vous invitera à aller lire ces magnifiques bouquins pour mieux comprendre cette vision stratégique. On va quand même parler un petit peu de cette vision stratégique et on va commencer par un concept très important qui est le concept de context map. Bah, l'idée, c'est d'identifier un petit peu votre application. Vous allez faire une application complexe ou bien vous allez retravailler une application complexe qui existe déjà. Eh bien, vous devez faire la map. La map, c'est-à-dire identifier tous les bounded contextes. Alors, on se rappelle, hein, juste avant, j'ai présenté une espèce de lien entre un bounding context et un hexagone. Donc là, l'idée de la map, c'est de dire, OK, j'ai mon système complexe à concevoir, eh bien, je vais faire une map et cette map, elle va représenter tous les bounded contexts. Ça, c'est la context map. Donc j'avais l'habitude de donner comme exemple une application complexe de e-commerce. Donc j'ai une bounded context qui va gérer le panier, j'ai certainement un autre contexte qui va gérer, je ne sais pas, le catalogue et pourquoi pas un autre qui va gérer les stocks, etc., etc. Eh bien, la map, elle va lister tous ces bounded contextes. Elle va expliquer le rôle de chaque bounding context et elle va bien sûr clarifier les relations qui existent entre ces bounding contextes. On l'a vu dans le cours d'avant, il y a différentes relations. On a vu qu'on pourrait imaginer, c'est pas trop conseillé d'avoir un noyau partagé, un shared kernel, ou bien plus souvent d'avoir des relations de consommateurs et de producteurs entre les bounding contextes. Quoi qu'il en soit, dès qu'on passe sur la vision stratégique, il faut alors faire la map, la context map, c'est-à-dire regrouper sur un seul schéma, j'ai envie de dire, tous les bounded contexts qui composent ce système et derrière chaque bounded context, on aura bien sûr un hexagone. Alors l'autre concept très important du DDD, c'est cette notion d'ubiquitous language. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est quand on a la conception d'un système complexe, imaginez ça, c'est un système complexe, et vous avez compris qu'à l'intérieur de ce système complexe, vous aurez différents bounding contextes, et dans chaque bounding contexte, il y aura, donc moi je mets un hexagone, hein, de suite vous avez compris, j'ai une analogie entre bounding context et l'hexagone, donc dans chaque bounding contexte, on aura la couche domaine, et là, on aura les termes, les objets, les fameux objets métiers, les termes métiers. Eh bien, ces termes métiers font écho au concept métier et ce langage, ce vocabulaire, c'est ce qu'on appellera l'ubiquitous language, donc c'est-à-dire le langage que tout le monde doit parler, les développeurs, les testeurs, les product owners, les scrum managers, etc., etc. Tous les gens qui vont participer au développement de ce bounding context vont partager ce même langage, le client. Donc là, on a un langage qui est partagé par tous ses collaborateurs, mais c'est un langage par contexte, donc à l'intérieur d'un bounding contexte. Donc chaque bounding context a son propre ubiquitous language, donc son propre langage commun entre les différents intervenants de l'équipe. Mais par contre, attention, si jamais on regarde le système dans sa globalité, hein, l'intégralité du système ici, eh bien on aura certainement des concepts similaires. Un concept qui est ici va avoir le même terme qu'un autre concept qui est là. Si je prends l'exemple de e-commerce, là j'ai par exemple, ça c'est basket, on a dit ça c'est basket, et ici c'est catalogue. Catalogue, hop, eh bien j'ai le concept de produit, donc product, qui existe ici et qui existe là.
eh bien, il faut bien comprendre quand on fait la map que ces deux termes n'ont pas la même sémantique. Un produit dans le panier, c'est pas pareil qu'un produit dans le catalogue. Il y a un seul mot, il y a un seul terme, ils ont des sémantiques différentes. Donc il y a deux ubiquitous language, un ubiquitous language du côté du basket, un ubiquitous language du côté du catalogue qui vont regrouper les termes utilisés dans ces bounding contextes, dans ces frontières bien délimitées. Et c'est ainsi qu'on pourra se comprendre. Et quand on sort de la frontière, quand on va voir d'autres personnes travailler sur un autre bounding contexte, il faut faire attention, il faut comprendre qu'ils ont eux-mêmes leur propre ubiquitous language. Et donc, il faut parfois rechanger un petit peu notre sémantique et prendre la sémantique de l'autre ubiquitous language. Donc, attention aux concepts similaires. Alors une fois qu'on a vu ça, eh bien, il y a deux façons de voir la stratégie. J'ai envie de parler de la map et du terrain. Soit vous partez d'une copie blanche et vous devez construire un nouveau système. Alors là, classiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par faire la map. Donc là, ça va être la grosse difficulté. C'est prendre son crayon, prendre cette fameuse feuille blanche et commencer à dessiner les contours de notre système complexe, commencer à identifier les bounding contextes. Et une fois qu'on aura bien fait la map, une fois qu'on aura bien identifié les bounding contexts, l'ubiquitous language dans chaque bounding contexte, les relations entre ces bounding contexts, alors on pourra passer au développement et on commencera le côté développement sur les hexagones. Et c'est là que on mettra en œuvre les fameux patterns tactiques, donc les fameux côtés tactiques du DDD. Mais avant tout, il faut bien sûr faire la map. Alors, ce qui peut se passer et ce qui se passera certainement souvent pour vous, c'est partir d'un système legacy. Qu'est-ce qu'un système legacy? C'est un système qui existe depuis quelques années déjà. Il est là, il est en place et on a envie de faire du refactoring, de le mettre un peu plus à jour en appliquant les principes du DDD et de l'architecture hexagonale. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Il faudrait faire une map idéale, donc celle vers laquelle on voudrait aller, et puis il faudra faire la map réelle avec potentiellement des inclusions et des shared kernels entre les différents bounding contextes qu'on va identifier, et puis il va falloir faire le plan de transformation, et c'est là où on va pouvoir commencer à construire les premiers hexagones. Bien souvent, on conseillera de développer les premiers hexagones assez faciles, ceux qu'on peut facilement extraire de notre système legacy. Allez, voyons ça avec un exemple du monolithe en hexa. Qu'est-ce que c'est qu'un monolithe? Un monolithe, c'est un système complexe qui est fait d'une seule brique. Donc moi, c'est ce qu'on m'a appris à construire quand j'étais jeune, c'était au siècle dernier. Donc en gros, ces systèmes-là, ils sont constitués d'une seule base de données. Donc dans cette base de données, il y a plein de tables. Alors si j'avais eu à construire un système de e-commerce à l'époque, j'aurais fait une grosse base de données avec une table pour le panier, une table pour le catalogue, une table pour le stock, et bien sûr, j'aurais appliqué les fameux principes des schémas de base de données. Il n'y aurait pas eu de duplication, il n'y aurait eu qu'un seul terme, un seul terme produit. Donc il y aurait eu un seul langage commun pour tout ce système. C'est pour ça qu'on parle ici de monolithe. Au-dessus de cette base de données, j'aurais fait un serveur d'application avec différents modules. Et ces modules auraient bien sûr échangé avec la base de données. Et bien sûr que devant, j'aurais mis un truc un peu plus joli, donc un front. Voilà. Donc on retrouve assez classiquement notre architecture à 3 tiers. Hein. Mais il ne faut pas croire que toutes les architectures à 3 tiers sont monolithes. Ce qui est important ici dans le terme monolithe, c'est qu'on a vraiment un seul système avec des liens dans tous les sens, des liens entre les tables, des liens des modules métiers vers les tables et des liens entre les fronts et le module métier. Donc on peut difficilement séparer ce monolithe en différentes parties. Et là, eh bien, on veut d'un coup mettre un petit peu au goût du jour cette architecture et passer en mode DDD. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut identifier là-dedans, idéalement, les bounding contextes, hop, là, il y en a peut-être un là, il y en a peut-être un là, etc. Donc ça, c'est un travail très compliqué. Donc là, c'est les fameux architectes qui vont intervenir. C'est un travail très, très compliqué. Et puis, on va essayer, pourquoi pas, de commencer à séparer cette base de données, à séparer ces classes-là, tac, 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 à faire un petit bounding contexte et à faire en sorte que le monolithe puisse appeler ce bounding contexte. Et là, on pourra alors construire notre hexagone. Voilà, donc là, c'est ce qui est fait par beaucoup de sociétés actuellement, c'est de transformer un monolithe
en une approche plutôt DDD, donc on parle de microservices parce qu'on va bien, extraire les hexagones du monolithe pour en faire des bounding contextes complètement indépendants. Et bien sûr, ça va créer un petit peu des frictions parce qu'on va avoir la propre base de données de cet hexagone et certains diront alors on duplique les données, alors qu'est-ce qu'on fait de nos anciennes lois? Effectivement, c'est beaucoup plus moderne. On va peut-être dupliquer les données, en tout cas on va dupliquer les termes, mais finalement on l'a bien vu et c'est le truc important de cette approche stratégique, c'est qu'en fait finalement on comprend que il y a deux ubiquitous language maintenant, un ubiquitous language easy pour ce body context et il y aura l'autre ubiquitous language qu'on espère encore diviser jusque ça soit vraiment parfait au niveau de la conception. Voilà un exemple stratégique et vous comprenez que c'est bien difficile et vous avez de très belles lectures avec ce Blue Book et ce Red Book qui vous expliquent vraiment comment prendre un software legacy, donc un logiciel complexe existant et commencer à appliquer une approche plutôt DDD. Alors, pour ce faire, je vais essayer de vous conseiller des lectures très intéressantes. Donc, bien sûr, il y a les deux livres DDD, hein, le Blue Book et le Red Book. Et puis, il y a d'autres livres qui sont sortis dernièrement. Alors, un livre vraiment qu'il faut lire si vous avez du temps devant vous, c'est ce fameux livre Project to Product de Mick Karsten. Donc, lui, il vous explique, enfin, c'est ma vision à moi, mais en fait, il vous explique que finalement, un bounding context, ça devient un produit. Donc, on parle de produit et non plus de projet. Donc, il faut vraiment comprendre qu'on a notre bounding context, on a notre hexagone, tac, 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 tac. Et on a nos utilisateurs. Donc, on a envie de dire qu'un produit numérique, ça a un but, c'est-à-dire que c'est un business, c'est-à-dire que oui, il faut créer de la valeur pour cet utilisateur. Ça a un usage, il faut penser à lui, quel est l'UX, quel est lui, l'user interface, c'est l'UX, j'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est pas du tout mon domaine. Et à l'intérieur, quelle est la technologie, quelles sont les technologies qu'on utilise. Et ça, finalement, ça fait un produit. C'est plus un projet, donc on n'est plus dans une approche projet. On parle encore dans certaines sociétés de feature team, donc d'équipes qui vont gérer des features. Et donc l'idée c'est qu'on a un projet, un calendrier et on met en place des nouvelles features. Et lui il préfère parler de product team. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'on a vraiment une équipe qui va travailler à ce produit. Et ça c'est vraiment un produit logiciel à part entière avec ses utilisateurs, avec son interface, son usage, avec sa technologie. Donc on va vraiment mettre en opposition ce terme de produit qui est vraiment adapté avec le DDD face au projet qui, dans ce livre, est un petit peu dépassé. Donc voilà, finalement, quand on fait du DDD, cette notion de bounding context implique de plus en plus une vision produit, donc une vision vraiment, voilà, c'est notre propre hexagone, on va s'occuper de lui, et à l'intérieur, la techno, et dans les termes et dans les concepts métiers qu'il utilise. Donc ça, c'est le côté métier, business, quelle est la valeur, et dans l'usage, donc l'interface utilisateur qu'on va offrir. Alors dès qu'on a dit ça, eh bien on comprend pardon, que l'application du DDD, l'application de l'architecture hexagonale, va avoir un lien avec l'organisation de notre société. Donc ça c'est la fameuse loi de Conway. Donc Conway nous sort cette loi depuis des années maintenant. Là j'ai repris la définition de Wikipédia. Donc les organisations qui conçoivent des systèmes tendent inévitablement à produire des designs qui sont des copies de la structure de communication de l'organisation. Alors j'ai mis un temps fou à comprendre cette loi. Et en fait quand on la regarde avec une lunette DDD, c'est beaucoup plus facile. Imaginons, voilà, vous avez un bounding context, donc tac tac tac, on a vu un produit, hein, selon Mick, avec ici à l'intérieur de l'hexagone, et on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une seule équipe qui s'occupe de ce bounding context? Et puis cette équipe, dedans, on comprend qu'il faut qu'il y ait des développeurs, il faut qu'il y ait des QA, donc des testeurs, des gens qui vont regarder la qualité, il faut bien sûr qu'il y ait des UX, il faut bien sûr qu'il y ait un product owner, il faut qu'il y ait un business, etc., etc. Donc toute cette équipe, eh bien, elle travaille, elles sont ensemble, donc j'ai envie de mettre plein de petits bonhommes ici. Toute cette équipe travaille. Donc ça, c'est une équipe travaille au développement de ce bounding context. Ok, là, on a un alignement parfait, c'est-à-dire quoi? On a un bounding context, une équipe, un bounding context. Parfait. Maintenant, que se passe-t-il si cette équipe n'a pas la charge d'un bounding context, mais a la charge de développer plusieurs bounding contexts? Ah, bon, c'est pas bien grave, ça marche, on a encore un bon alignement, c'est-à-dire que l'équipe comprend qu'elle a deux produits à gérer, il faut faire juste un tout petit peu attention à la dispersion. Mais que se passe-t-il maintenant si pour un bounding context, on a plusieurs équipes? Alors là, on va retrouver ça dans certaines entreprises, dans certaines organisations, où vous avez différentes équipes avec forcément différents chefs, hein, une équipe égale un chef, et différentes façons de travailler. Qu'est-ce qui se passe quand on a plusieurs équipes plusieurs équipes qui vont s'occuper d'un seul bounding context? Donc on pourrait imaginer là, je sais pas, l'équipe front A, là l'équipe back,
Et en fait, les deux équipes sont des équipes complètement différentes. On pourrait aussi imaginer, j'ai vu ça dans certaines organisations, l'équipe JS. Là, c'est ceux qui sont forts en JS. Là, ça serait l'équipe QA. Alors, les gens qui font que de la qualité. Alors, on comprend que quand on est comme ça, quand on a différentes équipes sur un seul bonding contexte, on perd cette notion de produit. On n'est plus dans cette notion de produit. Et là, on va mieux comprendre la loi de Conway. Conway nous dit, mais en fait, si vous voulez faire des produits, regardez votre structuration en équipe, regardez votre hiérarchie. Il y a de faibles chances que vous arriviez in fine à faire une architecture qui ne soit pas alignée à vos équipes. Voilà ce que nous dit Conway. Donc en fait, c'est assez particulier parce que bien souvent, quand on fait une map au niveau stratégique, on fait une map. À côté, il faudrait faire quasiment l'organigramme de la société et bien vérifier que on a une espèce de bijection entre les équipes et les bonding contextes. Alors imaginez, dans certaines sociétés, donc je ne citerai pas les noms, vous avez plusieurs bonding contextes, plusieurs équipes. Alors là, on ne sait plus qui est responsable de quoi et c'est rapidement la catastrophe au niveau stratégique. Alors un dernier bouquin que j'ai envie de citer ici, dans cette vision stratégique, c'est Accelerate. Donc c'est un bouquin qui révolutionne le développement logiciel, hein. On comprend vraiment l'ère numérique en lisant ce bouquin. Que dit ce bouquin très rapidement, puis c'est écrit dans le titre, il dit pour être compétitif, il faut accélérer. Et qu'est-ce que ça veut dire accélérer? Ça veut dire qu'il faut sortir des nouvelles releases. Voilà, il faut être capable, je sais pas, tous les jours quasiment de sortir une nouvelle release pour répondre aux besoins des utilisateurs, pour sortir une nouvelle expérience utilisateur ou bien pour enlever quelque chose qui ne marche pas et qu'il faut débrancher. Donc on comprend que cette vision d'accélération, de sortie de nouveaux releases, va avoir un impact majeur sur l'organisation de la production à partir de ces bonding contextes. Et on va alors se poser la question de dire mince, du coup j'ai ce bonding contexte qui lui utilise ce bonding contexte, mais si jamais je veux accélérer ce bonding contexte, est-ce que je ne dois pas accélérer ce bonding contexte, etc., etc. Donc là c'est très bien expliqué dans le livre de Mick aussi, c'est qu'il va falloir se poser la question avec la dépendance des releases des bonding contextes entre eux, des relations entre bonding contextes. Et là, on voit vraiment que le côté stratégique prend de l'ampleur parce qu'il faut en plus penser à l'évolution continue et à la rapidité de sortie des releases, non pas simplement développement, mais vraiment la production. Voilà, donc j'ai terminé, c'était juste une ouverture vers ce côté stratégique. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je ne suis pas non plus le plus grand spécialiste en stratégie. Je vous invite à lire ces 4 bouquins, donc le Blue Book, le Red Book et les 2 autres livres que je viens de vous citer, From Project to Product et Accelerate. Donc on a vu en synthèse cette notion de context map. Faites un plan de votre système complexe, identifiez les bonding contextes, voyez quels sont leurs ubiquitous language, regardez les relations entre vos bonding contextes, ça c'est vachement important. Donc on a vraiment présenté cette notion de ubiquitous language. Pensez maintenant que un bonding context c'est un hexagone, c'est un produit. Donc essayez de voir quelles sont les organisations qui sont vraiment tournées produit et non plus projet. Et voyez quand vous rentrez dans une société si la structuration de l'entreprise elle est alignée avec ce côté numérique, avec ce côté production de produits numériques. Vous allez voir que là, ça change complètement la dynamique d'une société et bien sûr sa compétitivité.